Bonjour à tous, bonjour Thibaut, très heureux de vous retrouver sur le plateau de BFM Business pour notre émission hebdomadaire Parlons Crypto, qui vous explique comment et pourquoi la blockchain va changer le monde et quelle place elle va prendre dans notre quotidien. Comment vas-tu Thibaut? Ça va très bien et toi? Alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de l'ombre, un sujet qui est très peu évoqué pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en parler correctement. Ensuite parce qu'on n'a pas toutes les réponses encore sur ce sujet. Et aussi parce que en vitrine, c'est pas le sujet qui est vu comme le sujet le plus attractif Du glamour. ou le plus glamour. Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est un sujet qui est hyper important et qui va conditionner pas mal de choses dans l'adoption et dans le développement de ces technos dans la poche de Monsieur Tout-le-Monde. On va parler du coup de la comptabilité crypto et pour ça du coup j'ai dit il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en parler. Lui il sait en parler. On reçoit Houssen Issoufali qui est le fondateur d'un cabinet du coup d'expertise comptable spécialisé sur le Web3, Odol Consulting. Comment tu vas Houssen? Très bien, très bien. Merci beaucoup Thibaut. Merci Stéphane de me Alors, recevoir. avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a une question chez nous traditionnelle ici, Houssen, c'est d'où tu viens, comment tu es arrivé là et comment es-tu tombé dans cet univers des cryptos? Ça marche. Écoute, très simplement, je suis originaire de Madagascar. Je suis arrivé en France en 2004. J'ai fait des études assez traditionnelles dans la crypto, enfin dans l'expertise comptable, pardon. Et du coup, je suis expert comptable. J'ai d'abord découvert les cryptos fin 2016, début 2017. Et à ce moment-là, je cherchais un sujet à traiter pour mon mémoire d'expertise comptable. Et c'est comme ça que j'ai découvert la technologie blockchain. Je me suis d'abord interrogé en fait sur le rôle que pouvait avoir un expert comptable dans les ICO, car c'était à la mode à ce moment-là. Ensuite, je me suis aventuré sur les paiements, les moyens de paiement via le Lightning Network sur le réseau Bitcoin. Et de fil en aiguille, j'ai atterri sur la finance décentralisée, qui pour le coup m'a beaucoup parlé compte tenu de mon origine africaine. Et c'est finalement ce sujet-là que j'ai traité. Et aujourd'hui, en fait, j'ai proposé une méthodologie à mes confrères et consoeurs qui pourront potentiellement avoir dans le futur des clients qui veulent investir de la trésor excédentaire en DeFi. Donc voilà. Ouais, on est tous concernés. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es à la tête de ce cabinet qui Voilà, s'appelle Hodl, c'est hein, ça. spécialisé dans la comptabilité pour le Web3. Donc, c'est quoi les principales missions de ton cabinet comptable? Aujourd'hui, en fait, Odol Consulting accompagne essentiellement des TPE-PME focus tech et avec cette verticale Web3. Donc, tout d'abord, en fait, Odol Consulting accompagne sur la partie classique compta, fiscalité sociale et juridique. Et spécifiquement sur tout ce qui touche au Web3, en fait, on intervient à divers moments de la vie de l'entreprise. Par exemple, dans une levée de fonds en actifs numériques, on peut intervenir en fait dans tout ce qui est sécurisation des informations financières, incluses par exemple dans les white papers. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ensuite, post-levée, ça arrive parfois que des banques puissent demander des attestations pour la collecte des fonds, en gros donner une preuve. Et souvent, l'attestation de l'expert comptable, c'est quelque chose qui est requise. Souvent, ces sociétés, qui dit levée de fonds, vont recruter. Donc après, ça, c'est plutôt quelque chose de classique. Donc on accompagne en fait sur toutes les problématiques en matière sociale, donc du recrutement jusqu'à la sortie du salarié, s'il y a sortie. Et qui dit Web3 dit société innovante. Donc on intervient en fait dans tout ce qui est dispositif de faveur. On essaye de récupérer les crédits d'impôt recherche, les Jeune crédits. entreprise Ouais, voilà. innovante. On active les statuts jeunes entreprises innovantes. Et également, on essaye d'aller chercher des subventions auprès de la BPI, type la subvention à innovation. Voilà. Ouais, en fait, tout le panel possible des métiers et des missions de l'expertise comptable appliqué à tous ces projets du Web3. C'est ça. Bon, on va encore une fois décortiquer tout ça. Bon, de toute façon, le but, ça va pas être de rentrer dans les détails techniques de la comptabilité parce que je ne sais pas si ça aurait trop de sens et de toute manière, il y a beaucoup de choses qui sont, on va le voir, sur de l'interprétation, donc on n'aurait pas forcément les réponses. L'idée, c'est d'aborder un petit peu tout ce qui gravite autour de ça et c'est quoi les problématiques auxquelles sont confrontés à la fois ceux qui veulent investir et ceux qui font finalement cet écosystème. Et justement, on distingue
deux catégories, on peut dire. Je crois que tu as les deux en plus dans tes clients. Tu as ceux qui sont des entreprises traditionnelles ou tech qui veulent simplement investir une partie de leur trésor dans la crypto, et tu as ceux qui, de par leur nature, travaillent sur ce segment-là. Comme ça va être le cas par exemple de Meria pour moi ou d'autres, ceux qui émettent un token sur cela, qui ont d'autres problématiques comptables. Est-ce que déjà dans ces deux cas de figure-là, si on peut les décomposer en deux, il y en a un pour lequel c'est plus simple à traiter comptablement ou globalement c'est complexe dans les deux cas? Alors, en fait, disons que dans un cas d'investissement crypto, aujourd'hui, c'est un peu plus facile à traiter parce qu'il y a de la littérature qui existe. Tu veux dire, moi, mon entreprise a une trésorerie qu'elle investit en crypto, Ouais. ça c'est plus facile. Ça, c'est plus facile. Et encore, bon, faut faire attention à ce qu'on dit en disant ça. C'est que tout dépend, en fait, quel type d'activité tu exerces et quel type de trésorerie également tu as. Tu ne peux pas, par exemple, investir de la trésorerie que tu as mis de côté et que tu sais que tu vas devoir payer de l'impôt ou des charges sociales dans les mois à venir. Parce que j'ai souvent cette question des clients qui me disent en fait, je sais que c'est dans 3 ou 4 mois que je vais devoir payer mon impôt. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux déposer cet argent pour le faire fructifier en crypto? Après, ça de toute manière, dans la crypto ou ailleurs, hein, c'est simplement Voilà, exactement. En fait, c'est de la bonne gestion pratique en gestion. Exactement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Aujourd'hui, l'investissement dans les cryptoactifs ou dans d'autres assets, c'est uniquement sur la partie excédentaire. Oui, c'est de la diversification de fonds de portefeuille. C'est ça. Voilà. Après, tu as des problématiques qui sont différentes. C'est-à-dire, typiquement, si on fait référence au wallet, quand tu as pluralité des associés, tu ne sais pas qui doit avoir accès au wallet. Est-ce qu'on met en place un multisig, par exemple? Ensuite, tu as également d'autres problématiques liées à ces boîtes-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui veulent nous payer en crypto. Donc derrière, on est souvent questionné sur la politique de conversion. Est-ce qu'aujourd'hui, on swap tout de suite en fiat ou même en stablecoin, ou c'est quelque chose qu'on garde derrière pour pouvoir fructifier, faire de la DeFi, par exemple? De façon très pratique, pragmatique, la crypto, en comptabilité, elle est comptabilisée comme une devise. C'est-à-dire, si je te paye en bitcoin, toi, tu as le même traitement comptable de mon paiement que si je te payais en une devise extérieure à l'euro? Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, il y a deux choses à savoir. En fait, tu as un arbre de décision, en gros, qui te donne en fait la comptabilisation à adopter. Premièrement, en fait, quelle est l'activité de ta société? Deuxièmement, qu'est-ce que tu vas faire de la crypto-monnaie? La première chose, c'est qu'en fait, une propre crypto, en fonction des entreprises, peut être enregistrée dans 3 catégories au niveau du bilan comptable. En immobilisation, par exemple, tu es dans un placement qui va aller au-delà d'1 an au niveau de ton entreprise, ça partira en immobilisation, typiquement. Tu fais du trading de crypto-monnaie, c'est dans un compte de stock. Tu me posais la question, par exemple, pour les paiements ou gestion des paiements ou des placements de trésorerie sur moins d'1 an, ça va dans un compte de cash. Donc, ne serait-ce que typiquement avec un Bitcoin ou un stablecoin ou Ether, c'est 3 comptes différents et donc des impacts qui peuvent être différents dans la présentation des comptes. Et je ne parle même pas des PSAN ou les autres catégories où en fait, c'est encore des règles qui sont différentes. Oui, parce que pour eux, c'est leur outil de travail. Donc là, il y a ça en plus oui, là, on parlait de placement de trésorerie et on reviendra après sur cette codification pour les entreprises dont la crypto est le métier, qui est encore quelque chose de différent. Toi, tu as déjà investi avec ta boîte en crypto. L'expérience, elle s'est passée comment? Tu as été accompagné comptablement? Ça a été... Alors, à la première question, la réponse est oui. J'ai pas mal investi en crypto avec ma boîte. Et la deuxième réponse est, ce sont pour nous effectivement des immobilisations. On les traiterait effectivement un peu comme des lignes de participation. Et on n'a jamais redescendu de la crypto, enfin retransformé de la crypto en fiat. Et là, j'attends avec impatience de voir la tête de mon expert comptable quand je vais lui envoyer les balances. Ok. Parce que je crois que ça, c'est quand même vraiment un sujet. C'est-à-dire que c'est quelle est la base de calcul de la plus-value? Je crois que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement... tu as tout un sujet là, surtout cette année, pour les exercices à... Note que là, on ne croule pas sous les plus-values en ce moment. Hein. C'est ça. Donc, je pense que là... Mais en fait, par contre, là-dedans, tu as un vrai sujet. Du coup, justement, c'est ce bear market parce que tu as tout un sujet de dépréciation. Donc, tu as une perte à passer. Pute. Voilà. Et le problème, c'est que justement, en matière
de gestion qui est importante. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais n'importe quoi, tu as investi 100% de ta trésor en crypto, aujourd'hui, il y a une forte probabilité que tu ne puisses pas déduire tout ça, enfin la perte, tu ne puisses pas la déduire. En revanche, si tu as eu une gestion en bon père de famille, effectivement, tu pourras déduire, de par les dispositifs qui existent en matière justement de perte sur cette question-là. Oui, oui, nous, on a une holding patrimoniale familiale dans laquelle on a mis de la crypto. Donc, c'est un peu particulier comme mode de fonctionnement. Mais encore une fois, j'ai hâte de voir la tête du comptable le jour où on va transformer les cryptos en fiat. On va bien se... Oui, ce sera plus son problème que le mien. Et toi, tu as goûté un peu à tous ces affres? Nous, ça a été un vaste sujet. C'est encore un vaste sujet, hein, mais du coup, on est arrivé à peu près quand tu as découvert ça. Nous, la boîte, elle a été fondée début 2017 avec un projet qui a commencé à naître en 2016. Donc, à ce moment-là, la littérature, elle est inexistante. Donc, au début, tu fais comme tu peux, beaucoup d'interprétations, beaucoup de comptes analogies. Tu te fais accompagner par des cabinets. Tu envoies un, il te dit quelque chose. Tu envoies un autre, il te dit son contraire. Donc nous, très tôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait valider nos comptes déjà par un commissaire aux comptes, même quand on n'était pas obligé à le faire pour pouvoir avoir ce tampon. Et même après ça, il y avait des conseils qui n'étaient pas forcément d'accord avec son interprétation. Donc ça a été un sujet. Alors, quand tu es au début, ce n'est pas forcément problématique parce que les volumes ne sont pas forcément très importants, donc ça pose des problèmes. Mais quand tu commences à grandir et que tu commences à manipuler des volumes qui se comptent en dizaines, centaines de millions, l'interprétation, elle a moins de place quand même. Donc là, du coup, tu vas voir les grands cabinets. Alors, tu as ceux qui te disent nous, ça nous intéresse de vous accompagner, mais on ne sait pas faire. Tu as ceux qui te disent nous, on sait faire. Et tu en as ceux qui te disent carrément... qui publiquement s'affichent en disant nous on a accompagné boîte crypto et qui te disent non on ne sait pas faire du tout. Donc ouais, ça a été compliqué, ça l'est toujours. Il y a un peu plus de visibilité sur certains sujets, mais voilà, comme tu l'as dit, il y a plein de nouveaux segments aujourd'hui. Nous, on traite beaucoup sur du stacking ou ces sujets-là, où là c'est compliqué. Rien que comment tu interprètes la TVA sur ces problématiques, il n'y a pas de règle encore. C'est ça. Et du coup, ça me fait une transition. Pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est si complexe? Est-ce qu'il y a des guidelines qui font que voilà, il y a tel sujet ou tel sujet qui est très complexe? Est-ce qu'il y a des explications à ça? En fait, il y a plusieurs problématiques. Au niveau du BABA, si on devait commencer, en fait, tu l'as un peu cité, c'est au niveau de la comptabilité. En fait, aujourd'hui, l'autorité des normes comptables ne s'est pas positionnée sur tout ce qui a émergé depuis 2019. Donc, tous les lending, farming, tout ce qui est relatif à la DeFi, les NFT, les métaverses, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a rien, pour tous ces produits et services, il n'y a aucun compte comptable qui existe. Donc, c'est à nous d'interpréter ces choses dans le type de société avec qui on travaille, prendre en compte dans quel cadre il a fait ses transactions et ensuite proposer un compte comptable et une schématisation d'écriture par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Après, de manière générale, en fait, il y a une absence de réglementation de manière globale. Aujourd'hui, l'année dernière, on va dire, surtout, il y a eu énormément de levées de fonds. Mais qu'on a des levées de fonds en token. Qu'on a même déguisé avec des NFT ou des choses comme ça. C'est ça, NFT, derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi on a... Et en fait, la plupart de ces tokens ont été qualifiés en utility, donc donnant droit à des accès divers et variés. Et pourquoi on a fait ça? Souvent, parce qu'on allait chercher des sous aux US, donc on ne voulait pas se frotter avec la SEC, ou même ici avec l'administration française, que ce soit à la France ou au niveau européen. Et derrière, en faisant ça, dit utility token, tout de suite revenu. Et donc, on a des problématiques en matière d'impôt sur les sociétés et TVA. Vous imaginez aujourd'hui, si on lève 1 million et qu'il y a presque 40% entre la TVA plus l'IS qui part dans les taxes, alors qu'à la base, on a fait cette levée de fonds pour développer un produit ou donner, recruter des personnes, etc. Ça, c'est la deuxième raison complexe. Et la troisième, au niveau de la DAO. Moi, je traite beaucoup avec des freelances qui bossent exclusivement avec des DAO. Ça fait 1 an là, que je suis en discussion avec une administration qui est en train de me demander des justificatifs sur la territorialité de la DAO. Alors que techniquement, ce n'est pas possible. Justement, une DAO par nature, elle est décentralisée. On ne sait pas où elle est et qui la gouverne. Et donc, il y a un sujet au niveau de la facturation parce qu'on est censé connaître qui on facture. Les adresses, tu as des mentions obligatoires à respecter au niveau des factures.
Et pareil, en matière de TVA, est-ce qu'il y a TVA appliquée? Et si oui, quel taux de TVA appliqué? Voilà. Donc, c'est un peu toutes ces raisons-là Ouais. qui... C'est absolument passionnant. En fait, effectivement, on s'aperçoit que c'est un monde à part. Et j'ai lu dans un article que tu avais un client qui avait voulu louer des bureaux dans un métaverse. Ouais. Et donc, en fait, c'est un autre sujet qui va être extrêmement rigolo, passionnant, intéressant, je ne sais pas comment il faut le dire, tout ça à la fois. C'est la comptabilité des métaverses. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des greffes des tribunaux de commerce dans les métaverses? Est-ce que je peux avoir un cabis dans un métaverse? Je peux créer ma boîte dans un métaverse? Je peux louer un bureau? Est-ce que je peux avoir une comptabilité dans les métaverses? C'est caricatural ce que je te dis, mais à un moment, si effectivement, dans ces univers dont on a déjà très très souvent parlé, il y a des mondes virtuels et des mondes secondaires, que je peux y acheter, y vendre des choses, comptablement, il se passe quoi? Aujourd'hui, le problème, un peu comme les NFT, c'est la définition qu'on doit donner à un métavers, la définition qu'on doit donner à un NFT. Aujourd'hui, derrière, en fait, quand tu loues un land, le land il est matérialisé par un NFT. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de définition juridique d'un NFT. Donc, nous, par exemple, dans le groupe de travail à la DAN, le groupe Compta Fisca, on a interrogé... Vous êtes nombreux à vous poser ce genre de questions? Il y a pas mal de personnes. Il n'y a pas que ces questions-là à traiter. Hein. Il y a énormément de sujets à traiter. Mais typiquement, au niveau des NFT, on leur a demandé quel compte comptable utiliser, par exemple. Ils nous ont répondu, et très justement, qu'en fait, aujourd'hui, comme il n'y a pas de définition juridique, on ne peut pas donner un compte comptable. Et en même temps, c'est normal. Derrière le mot NFT, on peut avoir tout et n'importe quoi. On a un CryptoPunk, on a des accès à des formations, à des accès à des clubs privés. Comment on peut mettre tout ça dans le tout ça dans le même compte? Donc, en fait, c'est à nous de regarder, par exemple, quand on a un client qui vient avec des NFT, typiquement, on regarde quel sous-jacent, c'est quoi les droits et les obligations. Et en fonction de ça, que ce soit du côté de l'émetteur ou de l'acquéreur, on propose des schémas possibles de comptabilisation. Mais c'est toujours sujet à interprétation. Hein. Oui, encore mais ça existe aussi dans la finance traditionnelle. C'est-à-dire que très souvent, on retraite un actif en fonction, ou une ligne de participation en fonction de son sous-jacent. Ouais. Elle est immobilière, elle est financière, c'est un produit structuré, etc. Finalement, là aussi, tu as cette même problématique de savoir de quelle matière tu traites, en fait. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est du stock? Est-ce que c'est un avoir sur quelque chose? Est-ce que c'est non? Et finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on est en train d'essayer d'avoir en référence les éléments de la finance traditionnelle qu'on essaie de décalquer dans cet univers de la crypto. Alors, ça marche plus ou moins bien. C'est pas complètement adapté toujours, mais au moins, on a un référentiel. Quand tu regardes un peu la finance décentralisée, en vrai, c'est de la réplique de la finance traditionnelle. Hein. C'est juste plusieurs fois dit. C'est ça. Donc, à part le farming que je ne connaissais pas, moi, dans la finance, que je n'ai pas connu dans la finance traditionnelle, mais sinon, les autres... Les mécanismes sont sensiblement les mêmes. Après, c'est plus la manière de les appréhender qui est différente. Mais effectivement, sinon ça se ressemble. On l'a dit juste avant, en 2019, on a posé une première littérature comptable, notamment en réponse à la vague des ICO qu'on a eue. Donc, c'était pas parfait, mais ça avait le mérite au moins de poser un cadre et de donner de la clarté. Le problème, c'est que depuis les ICO, c'est quand même beaucoup moins le sujet. Et de toute manière, elles peuvent prendre aussi des formes diverses et variées. Donc, cette littérature est déjà plus trop adaptée. Et on a vu émerger, on a parlé des NFT, la DeFi, le stacking, etc. Pourquoi on n'a pas été capable... après la vague NFT, après la vague DeFi, de poser aussi un cadre à ce moment-là, enfin, vous posez une première littérature. Est-ce que c'est volontaire de se dire, de toute façon, ça va réévoluer, on attend de voir comment ça se passe et on se positionne après, mais en même temps, ça freine. C'est quoi un peu ta vision sur ça? Prenons les choses en 2017. Les ICO, on a connu le grand boom des ICO en 2017. Ils ont attendu 2 ans avec la loi Pacte pour sortir une définition, enfin rendre tout ça légal. Et derrière, l'ANC s'est positionnée aussi sur les schémas comptables pour les ICO et également pour les acteurs PSAN, de ce qu'il faut comptabiliser ou pas comptabiliser. J'ai envie de te dire, en fait, là, c'est encore très récent. La DeFi, c'est très récent. Les NFT, ça date la vague, elle vient d'être passée. Les métavers, c'est un peu la même chose. C'est normal, en fait, que l'administration les institutions ne puissent pas suivre
en fait, toutes ces innovations, et on ne pourra pas, enfin, moi, toujours avec ma casquette de comptable, je dirais toujours, on ne pourra pas, enfin, l'ANC ne pourra pas toujours donner des comptes comptables à chaque innovation. ANC? Autorité des normes comptables. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est normal. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent ce qui se passe. Ils regardent également ce qui se passe à l'étranger pour s'en inspirer et derrière, voilà, adapter à la réglementation. Et à l'étranger, on a des réponses déjà un petit peu sur ces sujets. Aux États-Unis, par exemple, je sais pas, il y a déjà eu des prises de position fermes ou pas spécialement? Bah, pas forcément à ma connaissance. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent juridiquement, mais pas au niveau des. Aujourd'hui, par exemple, le standard IFRS, qui est le standard international pour les comptes comptables, ne s'est pas positionné typiquement sur les comptes au niveau de la DeFi ou des NFT. Mais juridiquement, il y a des définitions qui existent qui ne sont pas forcément proches de celles que nous, on pourrait donner au niveau européen, par exemple. Voilà. Une question de Candide. Mais vraiment, on se targue du fait que tout ce qui se passe sur la blockchain est infiniment transparent et donc que la data est accessible. Est-ce que ça facilite du coup le traitement comptable de ces opérations ou est-ce que en fait c'est vraiment une question candide et que c'est plus compliqué que ça? J'ai envie de te répondre, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, aujourd'hui, en fait, au même titre que, encore une fois, hein, je ramène toutes ces questions-là toujours au monde de l'expertise comptable, hein, Internet a pas mal changé notre profession. Elle l'a fait évoluer, mais vraiment, on était à un stade et on est passé à un autre. Et je pense que la blockchain va bouleverser de la même manière. Moi, du coup, en revanche, par contre, je ne suis pas créatif, mais je rêve d'un monde où, justement, la blockchain, où on pourra comptabiliser de manière automatique les factures sur la blockchain. Et grâce au smart contract, l'administration fiscale viendra prélever la TVA directement sur chaque transaction. On pourra, pareil, également éditer autant de rapports qu'on souhaite, et tout ça de manière automatique, transparente. Mais voilà, après, le problème de la transparence... Et immédiat. Et immédiat. Mais le problème de la transparence, c'est est-ce que tu aimerais que ton concurrent puisse accéder aux informations privées de la boîte. Voilà. Donc, ça pose aussi cette problématique-là. Donc, J'avais pas pensé à cette problématique-là. Et effectivement, si c'est accessible et transparent, ça l'est pour tous, y compris pour mes concurrents. Après, il y a des initiatives de blockchain privée, mais bon, ça perd tout son sens. Oui. On est loin de la philosophie Tout à fait, ouais. derrière la création de la blockchain. Voilà. Donc, Et je crois sur la notion de transparence, il y avait des choses que j'avais lues aussi qui posaient problème. C'était sur toutes les informations que tu es capable de récupérer parce que tu es capable de retrouver une adresse, comme tu l'as dit dans le cas d'une DAO, mais tu n'es pas forcément capable d'identifier tout de suite qui est la personne derrière. Et sur une facture, tu as besoin d'avoir ces informations. C'est ça. En tout cas, aujourd'hui, tu as besoin de l'avoir. Peut-être que demain, il y aura un applicatif qui sera différent. Mais comment... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que on s'est croisé encore la semaine dernière au NFT Paris, qui est un gros rendez-vous NFT en France et qui est assez international d'ailleurs. Quand tu vois les boîtes qui sont là, c'est pas que des projets NFT underground. Tu as Adidas, tu as Nike, tu as L'Oréal, tu as Chanel, enfin, tu as plein de grands noms qui sont là, qui ont déjà enclenché des initiatives sur le sujet. On en a reçu d'ailleurs, on a reçu PMU, on a reçu Coca-Cola, enfin, on a reçu plusieurs boîtes qui sont, entre guillemets, du monde d'avant, qui ont déjà fait des initiatives dans ce cadre-là, donc qui aujourd'hui manipulent des NFT, des cryptos ou quoi. J'ai du mal à me dire que ces boîtes-là, elles vont longtemps rester en se permettant d'être sur de l'analogie ou de l'interprétation. Est-ce qu'elles poussent? Comment elles font aujourd'hui ces boîtes-là? Est-ce que c'est toléré? Est-ce que c'est trop petit pour elles aujourd'hui? Donc, même si c'est de l'interprétation, c'est tellement petit par rapport à ce que ça représente que ce n'est pas un sujet. Mais est-ce que ça pousse dans cette direction ou est-ce que ça force un petit peu l'ANC, justement, par exemple, à réfléchir à ces questions-là? Effectivement, non, ça pousse l'ANC à réfléchir. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas d'initiative. Parce que Total ou PMU ou peu importe, qui s'est lancé dans le Web3. En fait, ils ont des départements, que ce soit juridique ou en comptabilité, qui gèrent ces aspects-là. Et comme tu l'as précisé, en fait, ça reste des montants infiniment petits, même si ça me reste des millions derrière, ça reste des montants infiniment petits pour que ça soit pris au sérieux. Moi, par exemple, j'ai des clients au niveau des associations qui ne veulent pas qu'on voit des cryptos à la fin de l'année. Mais pour des raisons de présentation, de bilan, par exemple.
c'est des choses qui se traitent, voilà, tu les traites dans l'année, et puis c'est comme ça, en fait. Donc, pas de... Pour moi, en fait, ça va avancer, mais c'est pas... ça reste toujours des expérimentations, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça passe par un besoin d'uniformisation, Ouais. un peu comme on a uniformisé la dimension réglementaire et légale avec MiCA. Il y a des standards internationaux qui se dégagent, il y a des comités de réflexion. Enfin, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que les comités comptables ou d'experts comptables s'organisent entre eux pour tomber d'accord sur des normes? Ah, vaste question. En tout cas, en fait, ce que je peux moi déjà répondre, c'est que chaque pays a ses propres normes, mais de nombreux pays ont adopté, c'est ce que je disais Des tout à normes l'heure, communes. la norme IFRS, Yeah. qui est une norme commune. Sauf qu'elle ne traite pas de la problématique des cryptos, comme tu disais tout à l'heure, ou pas, ou qu'elle n'a pas tranché sur ces sujets-là. Donc, est-ce que dans le cadre de cette norme IFRS, on commence à avoir des guidelines précises, même uniquement sur certains aspects de la comptabilité? Alors, je tiens juste à préciser que typiquement, les cryptos sont traités au niveau des IFRS. C'est en revanche, par contre, tous les produits issus de la DeFi ou des NFT qui ne D'accord. sont pas, par exemple... En fait, c'est la deuxième couche, quoi, C'est ça. sur laquelle il manque des informations. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, il y aura un laps de temps de réflexion, d'adaptation, de voir également ce qui se passe pour derrière proposer des écritures, des schémas. Voilà, Et tu penses qu'on va plutôt se diriger vers un espèce de nouveau cadre, une nouvelle branche adaptée justement du coup aux cryptos et à tout ce monde-là pour avoir des comptes qui soient propres, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de faire corroborer tout ça avec ce qui est déjà existant en essayant parfois de mettre des ronds dans des carrés ou l'inverse? Comment tu vois un peu c'est quoi un peu des deux peut-être? En fait, justement, c'est ce que je dirais, c'est un peu les deux. Aujourd'hui, en fait, on a parlé tout à l'heure de la problématique de la facturation. Aujourd'hui, quand on fait une transaction sur la blockchain, on a des frais de gaz, les gas fees. Pour déduire au niveau de la comptabilité des frais, on est censé avoir une facture. La blockchain, aujourd'hui, moi, je reçois des copies écran de la blockchain Explorer quand le client fait la transaction derrière et me dit, voilà, c'est ça mon justificatif. Au niveau de l'administration, ce n'est pas un justificatif qui est probant. Ça, c'est la chose. Du coup, dans ce cas-là, moi, je pense que l'administration, là, je parle vraiment, c'est mon avis et au niveau français, je pense que l'administration va s'adapter à ces nouveaux usages et donc va s'adapter à la techno. En revanche, par exemple, si on prend dans le sens inverse au niveau des NFT, je pense qu'on partira sur ce qui existe maintenant et on va l'adapter au monde des NFT pour les problématiques qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire on pourra pas mettre dans un seul compte comptable tous les NFT du monde entier, en fait. Voilà. Donc, je pense que la réponse est un peu valable pour les deux. Donc. Ok. Et du coup, on arrive à ma question touchy que je t'ai posée avant, et tu vois, on aura le temps de l'aborder. Est-ce que tu dirais que c'est rentable, entre guillemets, pour un expert comptable aujourd'hui de se mettre sur le sujet? Parce que moi, de ce que je comprends, c'est qu'on est tous les trois convaincus autour de la table que ce monde-là et cette industrie va se développer, va prendre de la place. Donc évidemment, si tu te positionnes aujourd'hui, potentiellement, tu peux avoir une expertise et une spécialité qui est reconnue et qui peut t'ouvrir de nouvelles portes. Mais à côté de ça, ce qu'on voit en discutant avec toi, c'est que aujourd'hui, toi, tu es un passionné, mais ça te demande énormément d'énergie, énormément de temps. Ça implique beaucoup de ressources intellectuelles d'aller creuser. Est-ce que quand tu fais le ratio, c'est intéressant finalement pour un expert comptable traditionnel aujourd'hui de se pencher sur le sujet? Et si, par exemple, tu as un jeune qui sort d'études là, est-ce que tu lui conseillerais, écoute, tu devrais te spécialiser là-dessus parce que même si c'est peut-être un peu compliqué, peut-être que tu vas t'ouvrir des portes que tu vas mettre 15 ans dans la compta traditionnelle à t'ouvrir, quoi. Est-ce que, avant que tu répondes, je peux ajouter un axe et complètement complémentaire à ce que disait Thibaut? En fait, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'expertise comptable est en peine. Les traitements sont de plus en plus automatisés, il y a une lutte sur les prix, et finalement, il y a un vrai besoin d'avoir un apport et une dimension de conseil. C'est ça. Et donc, si je peux formuler différemment ou en complément la question de Thibaut, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement ou de dimension de conseil dans cette métier, dans cette expertise comptable destinée à la crypto pour pouvoir rentabiliser le temps qu'on y passe? Moi, je suis un
passionné, comme tu l'as dit. Donc, en fait, moi, le temps, je ne le compte pas. D'ailleurs, en fait, c'est dans cette optique-là que surtout que j'ai créé justement Odell Consulting, c'était de lier ma passion et mon métier, en fait. Donc, je ne vais pas forcément être un exemple, mais moi, pareil, dans 3 ans, en fait, le sujet va devenir mainstream. Un expert comptable, en fait, chaque client va venir voir son expert comptable pour dire, il y a un client qui m'a payé en crypto, ou alors je souhaite investir une partie de ma trésor. Vous imaginez si l'expert comptable n'est pas en mesure de répondre à cette question. Moi, je ne pense pas qu'un client viendra me voir dans 3 ans, encore une fois, pour prendre ce laps de temps qui est court, pour me demander comment je fais, c'est quoi les impacts en crypto, quelle est la politique à adopter en matière de conversion. Toutes ces questions que je traite de manière quotidienne aujourd'hui ne seront pas posées parce que en fait, ça va devenir un sujet mainstream. Donc moi, je pense qu'il est vraiment important de se lancer dès maintenant. Bien évidemment, l'expert comptable qui est proche de la retraite, forcément, ce n'est pas son sujet du tout et je le comprends tout à fait. Mais celui qui se lance, qui vient d'ouvrir son cabinet ou qui développe même une activité, typiquement dans les Big Four, on voit de plus en plus de branches Web3 qui se lancent. Ouais. Effectivement, là-dessus, il faut absolument y aller. Et il y a eu énormément d'initiatives au niveau de la profession. Depuis très longtemps, depuis 2017, il y a eu un groupe de blockchain. On a eu énormément de conférences sur les sujets de crypto, blockchain, métaverse. Et à chaque fois, c'est des salles qui sont remplies. Et là, actuellement, il y a 2 formations qui sont en train de se dérouler pour accompagner en fait, les experts comptables à appréhender tous ces sujets crypto et trésorerie. En fait, ta réponse, c'est une évidence qu'il faut absolument être capable de traiter de ce sujet. Clairement. Ouais, clairement. Ok, de toute façon, on arrive au bout. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des problématiques comptables autour des cryptos? Essentiellement LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn perso ou alors sur la page de Odell Consulting. Voilà. Bon, on le fera avec grand plaisir. Je crois qu'on aura moult occasions de se retrouver. Yes. Merci beaucoup pour ton intervention, Houssen. Très sympa, passionnant, intéressant. Si vous avez aimé l'émission du jour, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo est toujours le bienvenu. Si vous avez des sujets intéressants que vous aimeriez nous voir traiter ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, n'hésitez pas là aussi à nous en faire part dans les commentaires et on se retrouve tous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.